Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David. Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Françoise Degois et Olivier d'Artigol. Le moins qu'on puisse dire est que les temps sont difficiles pour EDF, l'opérateur historique de l'électricité en France. Hier, l'entreprise, encore détenue par l'État à 83,88%, a été dégradée par Fitch, l'agence de notation américaine, à BBB+, suite à la décision du gouvernement d'obliger EDF à vendre plus d'électricité à prix cassé à ses concurrents. Hier, EDF a annoncé ne plus être en mesure de prévoir son ratio de dette sur EBITDA. L'EBITDA, c'est le bénéfice avant intérêt, impôts, dépréciation et amortissement, suite à cette décision qui va lui coûter la bagatelle d'environ 8 milliards d'euros. Une dette qui était de 42,3 milliards d'euros fin 2020 pour un chiffre d'affaires de 69 milliards, d'où notre grand débat. EDF forcé à vendre à perte, veut-on la faillite de l'opérateur public? Et vous êtes 89% à dire oui sur Twitter. Avec nous, Philippe Page-Lemérour, secrétaire du comité central CSE EDF et membre de la direction fédérale de la CGT. Philippe Page-Lemérour, bonsoir. Bonsoir à vous, merci de m'accueillir. Avec plaisir, pour demander à EDF de vendre à ses concurrents 46 € une électricité achetée sur le marché de gros entre 275 et 300 €, fallait-il avoir les neurones en court-circuit? Non, c'est simplement que le gouvernement continue son entêtement à considérer que c'est le processus de privatisation qui va régler les choses, alors que justement le marché de l'électricité fait la preuve de son inconsistance et de ses effets néfastes pour les usagers français, comme pour les entreprises d'ailleurs. Donc on est vraiment face à une histoire qui nous fait marcher sur la tête à cloche-pied, je dirais, où effectivement, vous voyez, quand les enfants apprennent à jouer à la marchande, s'ils apprenaient comme ça, on leur taperait sur les mains. C'est-à-dire qu'on va vendre à la concurrence une électricité à 42 € le mégawattheure ou 46 € le mégawattheure pour une petite portion. Et puis finalement, on va devoir la lui racheter à 250 ou 350 €. Donc on est un peu chez les ripoux, c'est-à-dire qu'on a organisé un marché qui fonctionne que pour les intérêts des actionnaires d'entreprises concurrentes d'EDF, qui sont pas toutes des petites, hein, parce qu'il y a quand même Total qui, comme chacun Total Énergie, oui, c'est ça. Total Énergie, oui, voilà, qui est le principal bénéficiaire de cette opération, alors même que le contraste saisissant, c'est qu'on a la chance en France, d'abord d'avoir un service public de l'électricité qui a été fondé en 1946 par Marcel Paul, et ensuite on a quand même la chance également d'avoir eu en 1974 le plan Messmer qui nous a permis d'avoir un parc électronucléaire dont l'objet était justement de se garantir une souveraineté énergétique, donc économique, en s'affranchissant des prix dictés à l'époque par l'OPEP. Et on est aujourd'hui face encore, par rapport à la crise des énergies fossiles et les prix qui sont tirés vers le haut par le gaz et la tonne de CO2 également, mais aussi on le voit en ce moment le pétrole, parce qu'on est affilié, pieds et mains liés à ce marché européen de l'électricité, à imposer aux Français des prix sur l'électricité qu'ils n'auraient en principe pas à payer. Philippe Bilger. À votre avis, monsieur, est-ce que c'est vraiment une volonté structurelle de mettre à bas EDF, ou bien est-ce que c'est conjoncturellement lié à l'approche de l'élection présidentielle ? On peut penser qu'il y a panique à bord au niveau du gouvernement parce que les prix de l'énergie sont absolument immaîtrisables et que donc il y a donc recherche de solutions rapides en faisant croire, c'est là qu'il y a aussi une malversation, c'est-à-dire en faisant croire que l'affaire est simplement conjoncturelle et non structurelle, et qu'on va, comme le disait il y a quelques semaines encore le Premier ministre Castex, on est sur une bosse et ça va revenir à la normale après. Tous les indicateurs que nous avons nous permettent d'affirmer qu'on n'est pas sur une bosse, mais sur une pente structurelle des prix de l'énergie. Encore une fois, tiré par les fossiles, parce que la demande explose partout, notamment pour le gaz, qui sert à faire de l'électricité pour compenser les moyens intermittents mis en place partout pour la transition énergétique. Et donc, je dirais pas qu'il y a une volonté affichée, mais en tout cas, il y a un drôle de concours de circonstances, parce qu'effectivement, la façon dont EDF va être si cette opération voit le jour jusqu'au bout, puisque le décret est toujours pas sorti, mais si cette opération mène EDF dans cette affaire de gouffre financier,
on va très étonnamment se retrouver dans la même situation qu'il y a à peu près 18 mois, où certains nous expliquaient que pour régler le problème de la dette d'EDF, il fallait tout simplement procéder à son démantèlement. Vous vous rappelez ce fameux projet Hercule qui a fait l'objet de nombreux débats il y a 18 mois. Françoise Degois. Plutôt Olivier d'Artigol, parce que Marcel Paul, n'oublions pas, honneur aux communistes. Non, mais honneur aux communistes. Alors, Olivier d'Artigol. Pardon. Les grands enjeux ont été donnés par le responsable syndical, et vous savez, moi je crois beaucoup à l'expertise des salariés de ce grand service. On nous avait dit en début de crise sanitaire, il faudra réfléchir au monde d'après. Vous vous souvenez de cette antienne? Est-ce que le monde d'après, on pourrait au moins dire que certaines choses, la santé, l'éducation et là l'énergie, ne relèvent pas de stratégies, qu'elles soient rudes ou douces, ou rampantes ou assumées, de privatisation et de marchandisation. Ou alors le gouvernement est décidément une bande d'amateurs, et soyez fiers d'être des amateurs, et ils n'ont rien vu venir alors que tout était déjà écrit. Sur la tension, ce n'est pas une bosse. Il fallait prévenir cette situation-là. On livre pas Flamanville, on ferme 2 réacteurs de Fessenheim, on sait très bien qu'on doit être sur le grand carénage et qu'on doit, pour faire court, regarder l'état des centrales. On sait très bien ce qui se passe sur la tension du marché, des prix, qui impactent les ménages, mais aussi des entreprises sont obligées de réduire ou d'arrêter la production du fait du coût de l'énergie. Et voilà qu'il y a comme un effet d'aubaine où on pourrait donc accélérer des stratégies de renforcement de la concurrence. C'est 8 milliards pris aux salariés et aux citoyens pour déverser à la concurrence. Vous avez cité Total. Mais pourquoi les grandes firmes telles que Total ne sont pas mis à contribution pour passer la rampe de ce moment difficile sur la tension du prix de l'énergie? Donc bon, il y a un alignement de planètes néfaste pour justement accélérer des stratégies de privatisation et de mise à mal par ce qu'on appelle stratégie de la découpe de la grande entreprise et du grand service public EDF. La question d'un nouveau statut pour EDF se pose. J'espère qu'on pourra regagner de la maîtrise publique. Philippe Page-Lemérour, je suis sûr que vous êtes en phase avec Olivier d'Artigol. Oui, je suis en phase parce qu'effectivement, ce qui est incroyable, c'est qu'on ne part pas de rien. Et nous, on a des solutions à proposer, qu'on met sur la table d'ailleurs. C'est-à-dire que la concurrence, en fait, ça a un coût terrible, non seulement pour les démarches commerciales, mais parce qu'il y a des optimisateurs entre tout ça. Il faut des traders. Enfin, c'est infernal. Déjà, la concurrence, sans l'affaire du déplafonnement de la production nucléaire à 120 TWh annoncé par le gouvernement, même sans ça, depuis 15 ans, c'est 60% d'augmentation de la facture d'électricité. Oui. C'est un échec total. C'est un échec total. Alors aujourd'hui, le président de l'ACRE nous dit oui, mais c'était pas pour faire baisser les prix, la concurrence. C'était pour l'innovation. Là, bonne blague. On voit bien dans les cages d'escalier, les gens des concurrents allaient taper aux portes. Bonjour madame, c'est pour vous faire signer un contrat pour faire de l'innovation, c'est pas pour faire baisser les prix. Bon, ils auraient pris la porte dans la tronche. Donc, on voit bien qu'on est vraiment sur une affaire qui est assez simple. C'est qu'il faut revenir à ce qu'on a connu qui fonctionnait. Vous savez, EDF a 76 ans. Elle a fonctionné 50 ans dans le cadre d'un monopole public en assurant des prix bas pour les consommateurs avec la grande idée de la péréquation tarifaire, c'est-à-dire qu'on paye la même chose qu'on habite à Neuilly ou dans le fin fond de la Corrèze. Et il suffit de revenir, de se poser la question, faisons le bilan des 50 années où on était en monopole et des 25 années que nous avons passées dans le domaine de la concurrence. Et revenons un peu au sérieux, c'est-à-dire à la sortie de ce marché de l'électricité européen et au retour à D'ailleurs, la renationalisation d'EDF coûterait pas cher aujourd'hui vu le prix de l'action. C'est une affaire à 4 milliards d'euros, soit la moitié moins de ce qui est demandé à EDF
pour faire les fameux efforts pour en un seul coup. Quand je pense, Françoise Degois. Oui, l'action a perdu 25% avec ces annonces. Hein. Vous imaginez ce que ça signifie pour une entreprise comme EDF de perdre 25% en bourse. Moi, je suis assez d'accord, là, c'est mon côté rouge vif, hein, mais je pense qu'à un moment donné, ou rouge vif, ou tout simplement le bon sens, est-ce qu'il y a des choses qui doivent rester dans le giron de l'État stratège? C'est la seule question qui vaille. Oui, on ne peut pas tout démanteler. Moi, je n'ai pas de problème personnel avec Emmanuel Macron sur sa personnalité, bien qu'il y ait beaucoup de choses à en dire. Mon problème, c'est sa vision du monde. On ne peut pas tout dépecer. Quand on veut tuer son chien, on dit qu'il a la rage. Vous allez voir que, évidemment, l'action chute de 25%. EDF, oh là là, EDF est pas compétitive. Oh tiens donc, si nous la privatisions. Tout est écrit déjà. Est-ce que les biens publics, est-ce que les biens communs, je rajouterai l'eau à la liste d'Olivier, la gestion de l'eau qui a été largement privatisée au niveau communal, la gestion de l'eau, la gestion des biens essentiels, de l'énergie, la gestion de la santé, est-ce que tout cela ne justifierait pas que nous revenions, si vous voulez, à une gestion par l'État stratège, plutôt que de tout livrer au vent mauvais vous savez, le libéralisme, c'est la liberté du renard dans le poulailler, hein, et livrer au vent mauvais d'une concurrence, je le dis très bien, non pas parce que je suis archaïque, mais parce que je pense que c'est la garantie pour les gens qui ont le moins. Vous savez, c'est une garantie de ce mot magnifique. C'est la troisième marche du perron. La deuxième marche du perron s'appelle l'égalité. Moi, je ne suis pas pour l'égalitarisme, mais penser qu'il y a des biens auxquels tout le monde peut accéder, qu'ils soient riches ou qu'ils soient pauvres, ou qu'ils soient moyens, cadres moyens, etc., c'est une idée magnifique quand même de vie en communauté. Et d'une grande modernité. C'est très, exactement, c'est très moderne. Philippe Page-Le-Mérour. Philippe Page-Le-Mérour, on part au 0826 300 300. Oui. Philippe Page-Le-Mérour pour répondre à Françoise Degois. Enfin, il va pas répondre, il va être d'accord, je pense. Oui, je suis d'accord, mais c'est vrai qu'il y a aussi une notion très importante, c'est qu'on parle d'un produit de première nécessité, voilà, et qui est vital. Et donc, bon, les biens communs, c'est pas une marchandise. C'est trop important pour être confié aux intérêts des marchés financiers. Et on a vu l'échec pour lequel ça amène. Et on a eu la chance en France d'avoir quand même ce grand service public qui a fonctionné. Ne gommons pas ce qui, dans notre histoire, a fait la force du pays pour partir sur autre chose. Simplement, aujourd'hui, Mesmer, il ne pourrait pas refaire son plan, puisque même le nucléaire ne permettrait pas à lui seul de garantir... Philippe, je voulais juste dire une chose. Moi qui vis très court, qui vis entre la France et l'Italie, je peux vous dire que l'enfer du prix de l'électricité en Italie, c'est quelque chose. Hein. Donc vraiment, on a garanti ça en France. Hein. C'est les efforts et l'excellence de tous les salariés d'EDF aussi, parce que quand il y a des tempêtes, qui c'est qui s'y cogne, hein, je suis désolé. Voilà, il y a aussi ce savoir-faire-là. Mais l'enfer du prix de l'électricité chez nos voisins italiens qui n'ont pas évidemment de centrale, etc., c'est vraiment très très lourd la facture. Nos directions Perpignan, Claude nous appelle au 0826 300 300. Bonsoir Claude. Oui, bonjour, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Et je voudrais dire qu'il ne faudrait pas oublier dans cette affaire d'EDF la responsabilité totale de l'Union européenne. Parce que je rappelle quand même que les électrons, ils ne se baladent pas de Chine en France en bateau. Les électrons, ils sont produits au plus près, ils prennent le chemin le plus court. Et donc chaque pays avait un système de production qui était adapté à sa géographie. La France, elle avait l'hydraulique, elle a choisi le nucléaire, donc elle avait son électricité bon marché, garantie et dans la durée. Le fait que l'Europe ait imposé un marché européen de l'électricité, dans lequel finalement le prix sur le coût le plus cher au dernier moment, qui aujourd'hui est le gaz à cause de l'Allemagne et de ses éoliennes, eh bien finalement ça conduit à une situation ubuesque. Et je dois dire que il y a eu quand même une connivence des chefs d'État français depuis longtemps. Ils ont sacrifié les services publics français pour garder la politique agricole commune, parce que c'était le deal et c'était la confrontation qu'il y avait avec l'Allemagne et les pays du Nord. Et donc aujourd'hui finalement, d'une part on a laissé s'affaiblir, et puis bon, Macron est impuissant par rapport à ça. Je ne parle pas sur le reste, mais par rapport à ça aujourd'hui, dans la situation où on est, les Allemands, ils ont tout intérêt à ce qu'EDF fasse faillite. Ça leur permettra d'être
antinucléaire de continuer d'imposer les éoliennes et de nous les fourguer de surcroît. Donc moi je dis que c'est dramatique ce qui arrive, mais la principale responsabilité, elle était dans l'ADN de Maastricht. Voilà, il faut le dire, il faut le rappeler, c'est l'Union européenne et ce pseudo-marché qui ne tient pas debout. Un marché d'électricité, ça n'existe pas. Ils se sont trompés parce qu'ils ont comparé l'électricité au téléphone. Mais le téléphone, ça transmet du signal, c'est-à-dire rien du tout. L'électricité, ça transmet de la puissance, ça nécessite des réseaux importants, des centrales importantes. Et donc la technocratie européenne n'a pas vu ça et elle a tout planté en fait. Voilà. Merci beaucoup Claude de Perpignan. Je voudrais faire réagir Philippe Page-Le-Mérour. Il y a 2 mois à Glasgow, la ministre allemande de l'écologie qui s'appelle Svenja Schulze expliquait que si le nucléaire était classé énergie verte, cela donnerait un avantage aux industriels français sur leurs concurrents allemands et donc il fallait l'empêcher à tout prix. C'est des propos relatés par le magazine allemand Der Spiegel. Ça pose quand même question. Claude de Perpignan nous parlait du rôle de l'Europe. Là, c'est l'Allemagne qui fait tout aussi pour quelque part planter la France, non ? Oui, bien sûr. C'est-à-dire que au niveau européen, comme a dit l'auditeur, c'est qu'il n'y a qu'une seule notion, c'est le marché européen. Mais il y a un truc très important, c'est qu'il n'y a pas de politique européenne de l'énergie. Chaque pays fait en fonction de ses ressources, de sa géographie comme CTI et ses acceptabilités sociales. Et donc, ce qui est réel, c'est qu'il y a un match terrible entre la France et l'Allemagne depuis maintenant plus de 20 ans sur cette question-là, et que l'Allemagne n'a qu'un seul intérêt, c'est de de conserver sa compétitivité économique et de ne pas voir des industriels franchir le Rhin pour venir chez nous. Parce que si on établissait les prix de l'énergie, non pas en les moyennant sur le marché européen, ce qui est défavorable aux consommateurs français, mais en faisant ça au niveau des moyennes nationales, et nous on produit à partir du nucléaire et de l'hydraulique principalement, eh bien on serait extrêmement compétitif. On l'est, mais on le serait encore davantage si on n'était pas indexé ainsi. Alors la perte du nucléaire pour les Allemands, ça leur coûte très très cher sur la facture énergétique, c'est du x4 par rapport à la France. Évidemment que c'est tout le débat qu'il y a aujourd'hui sur la taxonomie verte à Bruxelles, mais eux défendent le gaz, les Français défendent le nucléaire, parce que effectivement, ce qui compte avant tout aujourd'hui, c'est de protéger le climat. C'est le plus important, et protéger le climat, c'est empêcher les émanations de CO2 quand on fait de l'électricité. Le gaz en produit, le nucléaire n'en produit pas, mais derrière tout ça, il y a un match sur la compétitivité économique entre la France et l'Allemagne qui est terrible. C'est pour ça que nous, on demande à revenir sur l'énergie publique en France, et que toutes les organisations syndicales sont unies. Et donc, rejoignez-nous sur le site énergie-public.fr pour signer la pétition. Voilà. Voilà, merci Philippe Page-Le-Mérour, secrétaire du comité central CSE-EDF et membre de la direction fédérale CGT. Verdict sur Twitter. Veut-on la faillite d'EDF? Vous êtes 89% à dire oui. De suite, on va retrouver la mémoire de Sud Radio. Jacques Pessis qui va nous parler, on va lui rendre hommage à Gaspard Huliel qui est décédé aujourd'hui à l'âge de 37 ans.